beaucoup David, et puis merci à Tout Livre à chaque fois de nous accueillir. Nous avons l'honneur et la joie ce soir d'accueillir pour le 4e rendez-vous des soirées diacritiques à Tout Livre, rien de moins qu'Eugène Savitskaya. Donc Eugène Savitskaya, je vais faire une très brève présentation comme l'a dit David, avant que Eugène nous lise Sister, ce poème, on va dire, abrasif et puissant, dont vous allez découvrir un peu toute la portée et les images effectivement luxuriantes dont David parlait à l'instant. Alors, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour parler de Sister, mais on va tout à l'heure, après la lecture, procéder à un entretien, un petit peu à bâton rompu avec Eugène Savitskaya. Alors, pour ceux d'entre vous qui seraient hérétiques, c'est-à-dire qui ne connaîtraient pas l'œuvre d'Eugène Savitskaya, je vais faire une très brève présentation. Alors, Eugène Savitskaya est né en 1955 à Liège. Il a très vite, très tôt écrit d'abord des poèmes, des poésies au début des années 70 et qu'il a publié, mais c'est en 1977 qu'il s'est véritablement fait connaître, notamment en France, avec un premier roman très étonnant, Mentir, qui est un roman paru chez Minuit et qui a tout de suite été une date très importante, on y reviendra peut-être dans la littérature contemporaine, parce que c'était une rupture avec le supposé formalisme du nouveau roman. Et dans ce texte sur la mer, on reviendra tout à l'heure dessus, ce texte sur la mer n'est que le préambule d'une œuvre qui a grandi avec les années, avec autant de titres mémorables que l'année suivante, Un jeune homme trop gros, qui est une biographie romancée d'Elvis Presley. Ensuite, on a la splendide traversée de l'Afrique, puis La disparition de maman, et plus proche de nous, parce qu'il y a beaucoup de titres dans l'œuvre d'Eugène Savitskaya, le très beau Envie en 1995, Foutropolis, et il y a déjà 2 ans, Fraudeur, dont nous reparlerons tout à l'heure. Et parallèlement à votre œuvre romanesque, vous êtes toujours demeuré poète, et on va le voir encore ce soir avec Sister. Vous êtes fait paraître notamment Cochon farci, ou encore, vous avez pu, on va parler de Sister aussi comme œuvre théâtrale, vous avez aussi donc produit quelques pièces de théâtre, dont la folie originelle, mais je ne vais pas parler plus longtemps car j'ai tendance à parler beaucoup trop, et je vais vous laisser la parole pour donc que vous nous présentiez, que vous nous lisiez, et que vous nous fassiez l'honneur de nous lire Sister. Merci beaucoup. Pour ceux qui viennent d'arriver, comme je le disais, on va commencer, donc on va faire un petit entretien. On va commencer d'abord par Sister, parler un peu de Sister, et puis à partir de Sister, essayer de rayonner dans l'ensemble d'une œuvre qui est déjà riche d'une plus d'une quarantaine d'années d'écriture. Alors, ma première question, elle est assez simple, elle part de Sister, on vient de l'entendre, on voit que c'est l'histoire d'un frère qui est habité par une bête, et qui entend un jour qu'il est atteint d'une maladie qui porte un nom terrible, un nom fatidique. Et la première question que je voulais vous poser sera la suivante. Comment est né ce texte? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce texte? Et comment a-t-il été écrit et dans quelles circonstances? Voilà, donc une gente dame française du sud-ouest un jour m'a demandé, mais qui avait déjà lu, chanté des textes de moi, et il m'a demandé, mais est-ce que c'est possible d'écrire quelque chose sur ce thème de la schizophrénie? Et donc, moi j'ai demandé que Hélène me donne des éléments, en tout cas. Elle avait envie, je pense, de célébrer peut-être un être proche, quelqu'un qui était très proche et qui avait à un moment donné dans la vie chaviré autrement, enfin passé dans un autre... voilà. Et alors j'ai écouté, j'avais d'abord voulu plutôt une sorte de comment dire, une voix qui me racontait. Elle n'a pas voulu, donc ça s'est fait un peu en petits morceaux. Donc elle racontait l'histoire de son frère. Et voilà, et
petit à petit, avec ces éléments divers, j'ai fait, je pense, quelques propositions. Mais Hélène est là, elle peut peut-être aussi dire quelque chose. J'ai fait quelques propositions. Moi, je ne voyais pas du tout ça d'un œil terrorisé. Le mal, la schizophrénie est un mal de notre siècle, je pense. C'est très difficile puisque la plupart, du coup, bien sûr, je me suis renseigné. Et donc j'ai interrogé un psychiatre j'ai dit quel est le avant on disait ces femmes qui tombaient un peu en folie comme ça, comment on appelle ça, j'ai oublié un peu le mot, l'hystérie. Et maintenant qu'est-ce que c'est le mal premier, enfin quel est le mal qui habite notre société? Alors il m'a dit c'est le problème de la personnalité. C'est-à-dire que la plupart du temps, peu de gens ont ont un problème avec ça. Ils ne sont plus dans leur état premier, ils n'ont peut-être jamais été. Nous sommes sans cesse, sollicités par tant de choses et surtout, ils viennent de ceux qui nous gouvernent, des termes particuliers qui disent « il faut travailler ». Nous devons sans cesse être des travailleurs. Alors qu'il n'y a pas de travail, hein, et en plus, le travail est nocif. Hein, c'est bien connu. Hein, le travail, c'est une torture. Donc il y a quelque chose de... Et bien sûr, alors les personnalités se brisent, et viennent à se briser. Moi, j'avais une petite... expérience, c'est-à-dire que ma mère était schizophrène. Mais elle vivait bien, enfin elle vivait pas trop mal, elle avait plein d'humour. Et nous les enfants, ces enfants, bien sûr c'était un peu bizarre, c'est difficile d'accueillir des copains à la maison, puisqu'elle avait comme ça une vue très particulière de toutes choses. Hein. Elle imaginait un monde où tout son passé était présent. Là. Mais c'était pour nous, dans ce village, nous vivions à la campagne, comme une incroyable héroïne. Donc, avec son humour, bien sûr. Hein. Donc, je n'ai jamais vu cette maladie sous une forme, je dirais, comment on peut dire, clinique. Clinique, voilà. Là, elle a fait un tout petit peu de tôle, on peut dire, hein, un tout petit peu. Le mari avait été déstabilisé par son attitude. Voilà. Donc j'avais quand même un peu de vécu comme ça. Donc, je voulais plutôt chanter cette possibilité dans cette société d'une attitude, d'une présence humaine différente des autres. Alors du coup, bien sûr, je me suis intéressé à tout ce qui était... Je connaissais un petit peu, hein, j'avais mais en lisant par exemple Houry, hein, Jean Houry, qui dit que celui qui n'a jamais été schizophrène restera con pour la fin de ses jours. C'est-à-dire, la schizophrénie est peut-être la seule défense vraiment utile contre les forces terribles qui nous oppressent, qui gouvernent, qui sont à présence, effective, sans arrêt, de jour et nuit. Hein. Les sirènes, enfin, je sais pas, tout ça. Le terrorisme, là, par exemple, est quelque chose qui émane de cette terreur permanente imposée par le gouvernement, hein, qui est une terreur vraiment... Je connais très bien l'Union soviétique, je sais très bien comment eux ont imposé la terreur, c'est-à-dire qu'ils visitaient les villages et très loin des villes, ils arrivaient en hélicoptère, ils enlevaient femmes et enfants, et puis on disparaissait. Donc les gens ne pouvaient plus, ils ne bougeaient plus. Il y avait une sorte voilà.
la terreur la terreur vient des gouvernements, enfin, du système, peut-être même pas des gouvernants, c'est plus loin, c'est un système qui fait que, en faisant peur à l'être humain, c'est très facile, il suffit de dire que, bien sûr, là où nous circulons n'est plus sûr, hein, qu'à tout moment on peut arriver, par rapport aux enfants, bien sûr, dès qu'on fait peur, on crée une espèce de système où tout le monde est prêt à baisser le culotte, hein, devant toute décision gouvernementale. Oh, je me suis éloigné peut-être du sujet, mais enfin bon, c'est quand même ça. Pour moi, la schizophrénie est vraiment une réaction d'êtres humains qui sont peut-être les moins fous de notre société, ils sont obligés finalement de se scinder pour accepter de continuer à vivre au sein d'une pareille dictature. C'est une dictature qui ne dit pas son nom, mais c'est une véritable dictature. Et c'est justement sur ça que je voulais enchaîner, parce que justement, je voulais vous poser une question sur le rôle politique du fou dans Sister, mais aussi dans Foutropolis. Dans Foutropolis, vous avez cette formule, le fou revient à la charge. Mais j'ai envie de dire que chez vous, le fou, il est toujours chargé d'accomplir quelque chose. Et notamment, on le voit, alors je relève une phrase au hasard dans Foutropolis, nous, dans notre famille de fous évidemment, nous méprisons la mort. Et suit peu de pages après, une formule sur le fait que le fou désapprend. Et j'ai envie de vous poser la question qui vient justement corroborer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fou il a un rôle politique, mais est-ce qu'il n'est pas là pour nous désapprendre à la fois les images, le langage et la manière dont nous on se comporte dans la société? Mais c'est-à-dire que le rôle du fou, tous les rois avaient des fous, c'était nécessaire parce que c'était juste pour un peu décompresser. C'est-à-dire que dans ce système social où nous vivons, il y a tellement de choses, comment dire, qui semblent effectivement raisonnables, mais qui ne le sont pas. C'est vraiment, il n'y a pas dans aucun gouvernement, aucune façon de gérer, c'est difficile de gérer, enfin comment est-ce qu'on dit ça, oui, de gérer, on dit gérer maintenant, mais il y a un autre mot qui est beaucoup plus beau, qui est plus intéressant, qui est conditionné. C'est-à-dire, le conditionnement est ce qui fait que la société telle que nous l'avions est possible. En Inde, ils ont inventé une façon de déconditionner. C'était le yoga. Les yogis, c'est vieux comme le monde, enfin c'est plus vieux encore que d'autres mondes civilisés et industriels. Hein, donc mais puisqu'il y a énormément de monde, c'est difficile de s'occuper de tout le monde et de voir comment tout cela évolue. Voilà. Et donc il y a un contexte comme ça de conditionnement, mais qui est terrible, qui est bien plus terrible qu'on ne croit. On croit raisonner, mais nous ne raisonnons que dans des paramètres extrêmement réduits, où nous sommes vraiment, nous avons en fait peu de mouvements possibles, hein. C'est toujours très 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 réduit. Hein, quand on impose le travail comme une sorte de norme essentielle, c'est déjà bizarre. Le travail, c'est contraignant, ça enlève la liberté, ça donne pour tous les individus, ça veut dire une grosse partie de leur vie disparaît dans quelque chose qu'ils font parfois avec des plaisirs, avec horreur, mais c'est imposé. Si on dit à quelqu'un, moi j'ai eu, peut-être c'est intéressant à dire, une vie un peu particulière. C'est-à-dire que moi j'ai renoncé à tout travail. C'est difficile. Je ne suis pas devenu voleur, hein, je n'ai pas... très peu. Mais
fraudeur, oui, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il faut... voilà, dans le quartier où j'habitais, on me disait, mais que fait cet homme? Il ne va pas au boulot, il va... Il a une vie un peu particulière. C'était louche, comme... Pourtant, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que toute trouvaille, tout progrès naît de la contemplation. On peut dire ça. C'est-à-dire d'être un moment, de longs moments, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'assurer sans cesse je sais pas, un statut. Hein, parce que c'est plus un statut qu'une... on peut toujours se débrouiller. On peut mendier, bien sûr. Hein, c'est difficile. C'est quelque chose de très rude. On peut faire semblant d'être un intellectuel. Donc ça veut dire, on peut faire semblant d'être un romancier alors qu'on n'est pas du tout romancier. Hein. On peut faire semblant, je veux dire, d'être dans les normes sexuelles habituelles, sans l'être. Hein. Il faut faire semblant. C'est-à-dire que c'est à la fois, d'une certaine façon, intéressant, parce que ça développe chez certains individus une propension à la tricherie, hein, et qui est vraiment... moi, je vivais tout un temps voilà, il faut bien, je l'avoue aujourd'hui, de choses, d'allocation sociale. Et un jour, c'était très petit, hein, c'était 600 €. Hein, voilà. Et brusquement, on m'a fait une commande d'une pièce de théâtre. Et j'ai gagné un peu plus. Donc du coup, j'avais beaucoup d'argent. Et je me suis dit que si je le déclare, on va me le retirer, on va m'enlever ce pactole. Et donc je n'ai pas déclaré le pactole. Et brusquement, presque le jour où je recevais ce pactole, j'ai reçu donc un message ça s'appelle le CPS à Liège, en Belgique. Donc c'est la caisse de cotisation, enfin je ne sais plus. Voilà. Nous avons cliqué sur votre nom. Et vous avez beaucoup d'activités, monsieur, diverses. Et j'ai d'abord tenté comme ça une parade. J'ai dit, mais tout ça c'est du clinquant. Je ne gagne rien avec ça, je sais pas. C'est du clinquant, mais est-ce qu'on peut voir tous vos extraits de compte? Donc j'ai été accusé de fraude. C'est pour ça que le titre du livre est fraudeur. Enfin, le dernier, c'était fraudeur. Mais c'est une lutte permanente. C'est nécessaire de frauder. Si on accepte les lois telles qu'elles sont faites, qui sont des lois humaines, c'est-à-dire sujettes à caution, enfin à problème, à erreur, on accepte de mourir. Alors je suis prêt. C'est pour ça que je porte toujours, comment dire, je n'ai jamais de col, je suis prêt à passer à la guillotine. Excusez-moi, mais je ne sais pas si je réponds. Ah non, mais vous répondez formidablement. Mais alors, justement à propos de travail, il y a quand même dans Sister, mais aussi particulièrement je pense à Fraudeur, ou dans Mentir, ou dans Envie, il y a quand même, vous dites qu'il n'y a pas de travail au sens, on va dire, tyrannique du terme, au sens de torture, il y a quand même une modestie du travail, il y a une sorte de désir, je crois, on a vu là tout à l'heure le fou, on a l'impression d'un univers en déliquescence, en effondrement, et puis d'un seul coup il atteint une sorte de point nul où il redémarre, où il est dans un point de revie, et là les choses deviennent absolument extraordinaires, c'est un formidable terreau d'images en fait. Et justement dans l'ensemble de votre œuvre, et en particulier dans Envie, mais dans Fraudeur aussi, il y a une sorte de modestie du travail, il y a une sorte de travail individuel qui est fait dans son potager, pour soi-même, où on a l'impression qu'il faut cultiver la terre, s'adonner à un travail qui a la modestie pour mot d'ordre. Alors, est-ce qu'on ne peut pas parler, à votre propos, justement d'une littérature qui serait une littérature
beaucoup plus physique que ne l'étaient d'autres littératures, et qui en fait serait contre finalement une sorte d'étouffement que produirait le travail. C'est-à-dire ce monde du travail que vous décrivez, c'est finalement, comme le dit très bien Jacques Rancière dans un livre qui vient de paraître, En quel temps vivons-nous? Finalement, ce qu'on a appris actuellement, c'est que le travail n'est plus notre bien commun. Le travail, c'est plus notre bien commun, et que pour refonder quelque chose, il faudrait peut-être, de manière très modeste, être plutôt chez soi, ou en tout cas essayer de cultiver son jardin, pas au sens de Voltaire, mais plutôt dans votre sens, c'est-à-dire finalement avoir une modestie devant la nature. Voilà, alors, oui, bien sûr, mais la modestie, je veux dire, on n'a pas le choix. La grande nature est bien plus forte que nous. Je veux dire, c'est pas, si par exemple il y avait brusquement une flamme qui s'élèverait du soleil, qui atteindrait une certaine hauteur, tous nos systèmes disparaissent. Enfin, notre système, comment dire, de connexion, voilà. Mais non, la nature est grande. Je ne suis pas modeste. C'est-à-dire que, malheureusement, enfin, je ne suis pas modeste parce que j'ai eu un père d'une modestie incroyable, qui était mineur de fond, et qui, quand il a compris un peu ce que je faisais, il voulait voilà, que je devienne... Il m'a offert des études universitaires que je n'ai jamais faites. Voilà, donc je lui dois beaucoup, donc, mais il m'a donné une sorte de liberté. Quand il a su un peu, voilà, que je publiais des livres, il a dit, mais n'aie plus aucune activité manuelle, tu vas abîmer tes doigts, un peu comme pour un pianiste. Bon, c'était un gaillard, voilà, orphelin de Pologne, ayant fait 3 hivers d'école primaire, mais il avait une sorte de sens, comment dire, il était un peu, comme beaucoup de Polonais et de gens humbles, un peu perdu dans les milieux intellectuels, enfin, dans les milieux qui imposent une certaine, comment est-ce qu'on peut dire ça, une vanité. C'était pas un vaniteux. Donc, il m'a appris, ne pas être vaniteux, mais tout en me poussant peut-être vers une forme de vanité. Et bon, heureusement que j'ai pas eu de prix jeune, que j'ai pas été... Mais tout ça, comment dire, la modestie, c'est impossible. J'apprends à mes étudiants aux Beaux-Arts qu'il faut avoir quand même un ego. C'est-à-dire, il faut y croire. Cette société essaie, justement, tente d'éteindre à la fois l'orgueil de chacun et la mémoire. C'est un travail qui est fait depuis longtemps et qui me semble aboutir. On voit parfois les êtres humains se comporter dans les trains ou dans les... Il y a quelque chose qui a abouti, mais c'est pas fini. Il y a... Voilà. C'est une modestie, et pourquoi? Pourquoi la terre? Pourquoi cultiver? Parce que mon père cultivait, et que moi je fuyais le travail qu'il m'imposait, c'est-à-dire planter des patates, des choses là. Mais j'ai vu son exemple, j'ai suivi son exemple, et j'ai voyagé en Russie après la perestroïka, et c'était une catastrophe. C'est-à-dire que la plupart, il y a eu une mortalité inouïe, que l'Occident a peu connue sans doute, hein, bien sûr comme toujours, et terrible. Et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui pouvaient encore au bon moment planter donc, les réserves d'hiver. Et donc je veux simplement garder la main. Je ne me prétends pas paysan, je fréquente des paysans, j'aime bien, mais je ne suis pas capable. Mais je veux garder encore cette possibilité. Donc c'est presque en détresse que je cultive. Parce qu'effectivement, en détresse, mais j'ai aussi l'impression, notamment vous le dites dans Fraudeur, que cultiver, c'est aussi apprendre. Vous avez cette phrase,
il faut chercher l'instruction où elle s'épanouit, par exemple dans les ailes d'une libellule, dans la laitance du hareng, dans le purin vivant. Est-ce que justement il n'y a pas un caractère didactique, une sorte de didactique de la vie, mais à une autre échelle que celle qu'on évoquait tout à l'heure à propos de ce monde oppressif, si on peut dire, du travail? Bien sûr, c'est-à-dire que il y a la contemplation de la végétation, de ce qui est végétal, c'est-à-dire d'où nous venons, il y a un paquet d'années. Cette contemplation est nécessaire, c'est-à-dire que les formes qui sont proposées, par exemple, le diamètre des pollens, enfin la manière, les petites choses ou les plus grandes, c'est-à-dire comment tel et tel arbre croît, il me semble qu'il n'y a jamais rien eu de si beau. Enfin, c'est on peut s'y plonger à l'infini, observer, je ne sais pas, n'importe quoi, mais qui n'est pas de l'ordre du recouvrement du sol, hein, qui est de l'ordre d'être dehors, enfin, par exemple, parfois, on a l'impression que tout est bitumé ou quoi, mais non, c'est pas vrai. En dessous, c'est terrible. C'est-à-dire, moi, la nature, je la vois dans un ensemble énorme. C'est-à-dire que je vois, comment dire, les strates du sol. Je me suis beaucoup intéressé au mouvement tellurique, c'est-à-dire les plaques sur lesquelles nous sommes sont finalement en mouvement sans cesse et ont créé des montagnes, bien sûr, tout le monde le sait, et continuent à bouger. Il y a des régions en Italie, qui est une région, par exemple, près des Alpes, au pied des Alpes, puisque les Alpes sont des jeunes montagnes, et que donc c'était une dernière collision, une plus récente collision qui a formé ça, ça reste en mouvement, et c'est sans cesse que ça va bouger, et c'est sans cesse que les systèmes vont se mettre en route, qui sont relativement méconnus par même les savants. Bien sûr que un jour on m'a demandé un texte pour une revue scientifique. J'ai donné un texte un peu comme ça, léger. Le monsieur était offusqué, il fallait plus de trucs. Vous savez, nous avons balisé l'océan, il y a des balises partout qui... Oui, bien sûr, oui, mais nous, comment devons-nous appréhender l'ensemble? Nous ne sommes pas spécialistes, oui, savants en toutes choses. Je veux dire, nous voyons les choses et nous les recevons. C'est nous aussi qui souffrons. Enfin, il me semble, hein, et qui souffront. Enfin, souffrir, il faut le prendre en plusieurs registres. Ça veut dire qui subissons. Hein, voilà. Et justement, pour rester sur la nature, vous avez cette expression formidable dans Fraudeur. Vous dites qu'il faut partir, je résume, partir à la découverte de la jouissance verte. Et cette jouissance verte qui émane de la nature, donc on parlait effectivement de ce, on peut dire, d'une littérature du sensible que vous avez introduit à la suite de Mentir, et puis dans toute votre œuvre, qui vient contredire un petit peu l'enfermement supposé, hein, parce que c'est pas toujours vrai, l'enfermement formaliste d'un Rob Grillet ou même d'une Nathalie Sarraute qui serait perdue dans les discours, se disant. Mais vous avez Démentir avec ces fleurs qui ne sont plus pour moi, le premier dialogue, enfin le monologue de la mère au début de Mentir. Vous avez affirmé une littérature du sensible, mais un sensible qui n'était pas, je veux dire, une nature indifférente, parce qu'à chaque fois, chez vous, il y a une nature qui interpelle, c'est-à-dire elle est aigre, elle vient piquer, on a besoin que ce soit une nature qui soit tactile un petit peu. Est-ce que pour vous c'est important cette aigreur que doit avoir un peu la nature, ce côté un petit peu piquant, pour qu'elle vienne justement comme si elle venait réveiller l'homme? La nature n'est pas seulement piquante, elle est terrible, elle est dure, elle est
quelquefois, enfin, sans cesse. Elle est, comment dire, comment est-ce que je peux dire ça? Parfois, j'écoute parfois la radio, ça m'arrive, et j'entends la météo. Encore une journée radieuse pour eux. Ça y est. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour qui? Les cultivateurs n'auront rien. Ils devront arroser, mais avec quelle eau? D'où vient cette eau? C'est un ensemble. C'est quelque chose, comment dire, nous vivons depuis pas mal de temps. Hein, c'est une civilisation urbaine. Les enfants ne savent pas exactement d'où vient le lait qu'ils boivent. Ils ne doivent d'ailleurs pas trop boire de lait. Il y a c'est une étrange situation. Mais les villes italiennes, hein, les grandes villes italiennes, Florence, qui se savaient, avaient autour d'elles des champs, qu'ils honoraient. C'est-à-dire qu'ils avaient du plaisir même à bâtir des petits cabanons par-ci, par-là, parce que sans comment dire, les champs, aucune ville, même la plus belle qui soit, n'est viable. Donc la nature était féroce, c'est pas piquant, c'est pas juste piquant. Elle engloutit, et elle fait beaucoup de choses terribles, et à tout moment. L'être humain croit comme ça, il veut défendre la Terre, ça m'a fait rigoler, c'est-à-dire que la Terre est un truc qui fonctionne en lui-même. L'être humain n'est qu'un petit truc qui bouge à sa surface. Donc on peut pas, l'être humain n'est pas capable de défendre la planète sur laquelle il est. Peut-être un petit peu, elle fera 2-3 trucs, je sais pas, quelque chose va se passer, et voilà. Mais c'est peu de choses, mais soyons humbles par rapport, comment dire, soyons comme des sioux, je sais pas quoi, les sioux. Le sol sur lequel nous marchons est important. Enfin, c'est pas juste, je sais pas, c'est pas pour les promenades en forêt où on dévaste, on trouve maintenant des circuits pour vélo tout terrain dans les plus beaux endroits du monde. Un jour, donc, il y a eu un problème dans les Alpes. Donc, comment ça s'appelle? Ils sont habillés comme des fous. Hein, ils foncent avec leur vélo, mais extrêmement perfectionnés. Mais il y en a 2 qui se sont fait manger par des patous, c'est-à-dire les bergers, les chiens de berger. Tant mieux. Moi, je dis, je suis heureux de ça. Il ne faut pas leur dire, parce que alors ils deviennent féroces. Mais il y a de ça. On ne peut pas... Bien sûr, avec de l'argent, on peut tout faire, hein, avec de l'argent, avec une puissance, comment dire, industrielle, mais pas tout à fait tout, hein, heureusement. Et justement, ce qu'on ne peut pas tout faire, c'est l'articulation entre récit et poésie dont je voulais vous parler, et sur lequel on va bientôt achever notre entretien. C'est, pour vous, à quel moment ça se décide que ça devient un poème? Est-ce que ça se décide ou est-ce que c'est vous qui le décidez? J'ai un peu le sentiment que la poésie chez vous, ou le poème, vient un peu éclairer ce que vous appelez dans Fraudeur l'humble butineur de Cyprine, c'est-à-dire lorsque le poète est tourné entièrement vers le vivant. Est-ce que la poésie est plus tournée vers le vivant alors que le récit serait plus entre les vivants et les morts? Question très simple, vous en conviendrez vous-même. Alors, je suis venu à la prose, hein, comme on dit, au récit, comme on dit, hein, un peu par tricherie. Et j'avais j'avais envie, mais une envie terrifiante, de publier chez Minuit. Pourquoi? Parce qu'il y avait chez Minuit Pinget, par exemple, il y avait du Vers. J'avais une envie, mais terrible. Et donc, j'avais proposé des textes à la revue Minuit, qui était une revue qui a disparu, hein, qui n'a pas duré longtemps. Mais j'avais vraiment ce désir
de jeune homme, enfin, j'étais très jeune, donc je voulais publier sous cette couverture avec l'étoile et tout ça, ou avec publier mes quêtes et tout ça. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est une sorte d'ambition. Hein. Et il fallait trouver le moyen. Hein. Et donc j'ai un peu cogité, réfléchi. Hein, donc la prose, il faut qu'il y ait des personnages, bien sûr. Quels personnages? L'histoire même, ça peut être bête, cherchons... Ah! Ma mère. Ça, c'est un personnage de roman. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Mais c'est pour publier chez Minuit. C'est tout bête, mais la poésie, c'est la même chose. C'est le même... ça part du même... c'est-à-dire que, pour moi, la poésie reste, comment dire, une sorte c'est du combat. C'est-à-dire que du combat avec la langue. Moi, j'ai appris le français à l'âge de 6 ans. Enfin, ça, donc, je parlais une sorte de mélange entre polonais et russe. Et donc, le français, j'ai eu du mal. Et une fois que j'ai saisi son fonctionnement, enfin, les diverses possibilités de la langue, voilà, je me suis appliqué. Mais j'ai trouvé un plaisir énorme. Et donc, j'ai publié donc, à la Cyprine, j'ai laissé dans le recueil des textes inaboutis. Simplement pour le plaisir, comment dire, de montrer les possibilités énormes qu'offre la langue française, du jeu possible avec les mots en français. Donc pour moi, la poésie, c'est vraiment le travail expérimental, hein, qui doit rester comme ça. Hein. J'ai commencé par la poésie, j'étais très influencé, pas influencé, mais impressionné par les poètes anglais, Ginsberg, John Giorno, tout ça, que j'ai eu la chance de voir lire leurs œuvres. Et ça reste, c'est difficile à publier, Minuit n'en veut pas, enfin très peu, il faut vraiment donner une pseudo-fiction pour passer un recueil de poèmes. Mais voilà, c'est comme ça, et c'est bien, et donc ça reste un travail expérimental jusqu'au bout. Donc, il y a plein de notes. J'écris peu, mais quand même régulièrement, et tout ça s'accumule et forme une espèce une exploration de la langue française, alors plus ou moins. Hein, voilà. J'avais une question à vous poser, une dernière question sur parce que ma mère est slave aussi, et donc elle yougoslave, croate. Et donc elle avait été très, très marquée par ce passage dans Fraudeur, dans lequel vous parlez de l'âme slave, penser à rien et à tout, de disséquer l'improbable, de jouir d'une goutte d'eau qui grossit à la jonction de 2 gouttières, des reflets de soleil dans un verre de thé fort. Alors, ma question serait, est-ce que l'écriture pour vous, c'est être un jouisseur de gouttes d'eau? Oui, c'est-à-dire je suis un contemplatif. Je peux passer un temps fou à rien faire, vraiment rien faire, même pas à penser, à être, si je suis dans un endroit, même n'importe où, je m'assieds. Voilà. J'aime beaucoup les bistrots parce que on est là et on reçoit énormément d'informations de partout. Les gens parlent, et on capte très peu. Mais je suis inactif, je n'ai pas de carnet de notes, j'écoute, je suis là, je reçois, je regarde des mouches, je regarde, je sais pas, j'étais pêcheur à un moment donné dans ma jeunesse, et très mauvais pêcheur parce que il me fallait, comment dire,
ce qui me plaisait beaucoup dans la pêche, enfin la pêche à la ligne, comme ça au coude, comment on appelle ça? Donc, juste voir mon bouchon, hein, le bouchon, et à la surface, il fallait que la surface soit parfaite. Si j'avais du vent, ça me déplaisait, alors que c'est à ce moment-là qu'il faut prendre, hein. Mais je m'en fichais, c'était juste, et parfois, quelque chose mordait, et c'est ça. Et je regardais, il y avait un morceau rouge, la plupart, tout était noir et l'autre rouge. Et la partie rouge, parfois s'enfonçait dans la surface de l'inconnu. Ça, pour moi, c'était le sommet. Je prenais très peu. Écoutez, c'est sur ces quelques mots sur la pêche à la ligne et les jouisseurs de gouttes d'eau que je vous propose donc d'achever cet entretien. Merci beaucoup, Jane Selitskaya.